Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Die Ästhetik des Widerstands de Peter Weiss, ou en français, L'esthétique de la résistance. À l'automne 2016, j'ai assisté à une conférence du philosophe Christian Nadeau dans le cadre des conférences Lecture radicale. Et c'était inspiré d'un passage du roman, et ainsi a piqué ma curiosité. Peter Weiss est né à Berlin d'un père d'origine hongroise, juif, travailleur ouvrier. Son père se convertira au catholicisme, mais quand même ses origines juives finiront par nuire à la famille Weiss. Ils iront vivre un an à Londres, puis en Tchécoslovaquie, jusqu'à ce qu'en 1940, ils arrivent en Suède, où Peter Weiss vivra l'essentiel de sa vie. Il sera naturalisé citoyen suédois en 1946. Dans les années 30, Weiss s'intéresse à la littérature, mais c'est vraiment après la guerre qu'il se fait remarquer pour ses publications, notamment avec sa pièce « La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat », représentée par le groupe théâtral de l'Hospice de Charenton sous la direction de M. de Sade. On la désigne généralement sous le titre Marat, Sade. Les œuvres de Weiss resteront très souvent politiques et l'esthétique de la résistance est considérée vraiment comme son œuvre maîtresse et qui est aussi une œuvre très politique. C'est considéré aussi comme une des œuvres les plus importantes de la littérature allemande des années 70 et 80. Je crois que la phrase que j'ai lue qui résume le mieux le roman, je l'ai piquée à Wikipédia. Das Romanprojekt stellte den Versuch dar, die historische und gesellschaftlichen Erfahrungen und die ästhetischen und politischen Erkenntnisse der Arbeiterbewegung in den Jahren des Widerstands gegen den Faschismus aufzuarbeiten und zu vermitteln. Donc c'est un projet très, très ambitieux, ce dont témoignent les 1200 pages du roman dans l'édition que j'ai. Le roman a été publié en 3 tomes, 75, 78, 81. Ça a été publié d'abord à Francfort et puis en 81, il y a eu l'édition de Berlin-Est. C'est l'édition de l'Allemagne de l'Ouest qui a dominé jusqu'à ce qu'avec cette édition-ci, on essaie de concilier les deux. Je n'ai lu que le premier des 3 tomes, donc dans mon édition, environ 450 pages. Ça m'a pris 4 mois. L'intrigue de ce roman, elle est presque secondaire. On suit un narrateur qui n'est pas nommé, fils d'un immigrant ouvrier hongrois et d'une mère alsacienne. Et le roman commence alors qu'il est avec 2 de ses amis devant la frise du temple de Pergame, au musée de Pergamon à Berlin. Et ils observent et analysent la frise et ensuite se mettent à partir de là à réfléchir. Ça dure une centaine de pages. Le narrateur retourne chez lui, la maison est vide parce que ses parents viennent de partir pour la Tchécoslovaquie. Et cette fois-ci, pendant une centaine de pages encore, il évoque son père et c'est comme si son père lui racontait tous les événements qui se sont passés entre 1919, la révolte spartakiste et le début des années 30, la montée du nazisme. Le narrateur visite brièvement ses parents en Tchécoslovaquie. La première partie se termine. Dans la deuxième partie, le narrateur s'en va à la guerre d'Espagne. Il intègre les brigades internationales. Il est affecté dans les centres médicaux. Il devient l'assistant du médecin Rodin. Rodin a véritablement existé. Ça prend encore 100-200 pages du roman. À la toute fin, la guerre d'Espagne est en train de terminer, la République est tombée, pendant une cinquantaine de pages, la dimension esthétique revient. Donc, sur le plan de l'intrigue, il se passe très peu de choses, mais par contre, il y a énormément de discussions, donc c'est pour ça qu'on peut qualifier l'esthétique de la résistance comme un roman essai. C'est fondamental, le mouvement ouvrier, les travailleurs, le prolétariat, ça traverse tout le roman. Donc, dès le début, avec la frise du temple de Pergame, Hercule fait figure de cet ouvrier représentant les hommes par opposition aux puissants qui ont le pouvoir, les dieux. Il discute de la construction du temple, d'une révolte d'ouvriers qu'il y a eu, des conditions dans lesquelles le temple a été redécouvert. Et on finit par aborder aussi l'art ouvrier, c'est-à-dire la place des ouvriers dans l'art pictural qui sont arrivés pas mal au 19e siècle, mais d'abord de manière bucolique, des paysans dans un champ. Ce sont des peintres instruits, institutionnels, des classes élevées qui dépeignent les paysans. Donc, ils en appellent à une esthétique vraiment de la résistance et du mouvement ouvrier. Beaucoup de réflexions par rapport à ça. Pendant ces 100 pages-là aussi, il y a aussi beaucoup de retours en arrière qui expliquent qui sont les personnages, comment ils ont accédé à ce savoir-là. Et le deuxième thème qui est très important, c'est justement l'accès au savoir. Le narrateur, il est tout jeune, il a pas tout à fait 20 ans, est lui-même ouvrier, mais avec ses amis, ils vont à l'école du soir pour s'instruire et il raconte comment, justement, les ouvriers, et le père du narrateur fait la même chose, doivent lutter pour accéder au savoir, aux connaissances, à la littérature, à la peinture,
et pour accéder au langage pour ça. Les trois jeunes garçons dévorent la littérature et les œuvres picturales, mais toujours les analysent à la lumière de leurs idéaux révolutionnaires, communistes, égalitaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexions esthétiques et sur le savoir et sur l'apprentissage qui sont fascinantes, j'ai envie de dire cruciales. Dans tout le passage avec le père, là, il y a un passage en revue de manière très détaillée de la politique allemande. Et là, ce qui, moi, m'a vraiment intéressé, c'est les tensions entre les socialistes d'un côté et les communistes de l'autre. Ces deux partis n'ont jamais pu s'unir, alors que, par exemple, en 1929, s'ils étaient arrivés à une coalition, ils auraient réussi à battre le Parti national-socialiste. Quand le narrateur est en Espagne, c'est analogue, mais cette fois-ci, bon, sur ce qui a mené à la guerre d'Espagne, les différents partis en place, les anarcho-syndicalistes, le rapport à l'URSS qui fournit des armes. Et encore une fois, le thème de l'éducation est dominant pour éviter que les soldats s'ennuient trop et se mettent à faire des bêtises. Ils organisent de l'éducation populaire, des discussions, des débats. Le premier roman, la première partie, se termine à partir de Guernica, La liberté guidant le peuple de Delacroix, Le radeau de la Méduse de Géricault et Les fusillés du 3 mai de Goya. Chacun, il nous les raconte, il nous les décrit. Toute une réflexion vraiment fascinante sur l'histoire de l'art. Et c'est à ce sujet-là qu'il dit de Guernica: Dennoch war in Spanien fortgesetzt worden, was die Insurgenten von Madrid 1808, die französischen Revolutionäre 1830, die Kommunarden und die Kämpfer des Oktober begonnen hatten. Dies alles, der mächtige Aufstieg und das Scheitern, das Absinken und die Sammlung zu neuem Vorstoß, war in diesem großen Bild von Guernica enthalten. Et puis il continue. Ces tableaux-là deviennent une espèce de symbole et ils marquent une continuité. Et nous sommes de nouveau émus et nous réactualisons toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un élément très important de l'esthétique, de la résistance. Toutefois, ce qui est très ardu dans ce texte-là, c'est le style. C'est un beau style, c'est beau, c'est bien écrit, mais ça prend de la concentration et du souffle pour le lire. Chacun des trois romans est divisé en deux parties, chaque partie en plusieurs sections, et dans ces sections-là, il n'y a qu'un seul paragraphe, 8, 10, 12, 16 pages. Ensuite, il n'y a que des points, des virgules, des deux points, point-virgule, donc aucun point d'exclamation, aucun point d'interrogation, même lorsqu'il y a des questions, aucun guillemet pour indiquer les discours directs. Donc, quand on change de personne qui parle, ça prend une grande concentration, c'est assez ardu et c'est pour ça que je ne lisais en moyenne que 5-6 pages par soir. Par contre, quand le lendemain soir, je relisais une page, tout d'un coup, tout allait plus vite. Peut-être que je devrais tout de suite le relire. Oui, mais j'ai besoin d'un peu une pause. C'est d'ailleurs pour ça que je ne lis pas tout de suite les deux autres romans. En passant, c'est une des premières fois où je me dis « Ouf, j'aurais dû le lire dans la traduction française ». J'ai lu que ce style, donc en un seul paragraphe, ces grosses masses de texte, avait pour but de donner une dimension épique. Ici, les hauts faits héroïques qui sont généralement dans le genre épique sont remplacés effectivement par des faits politiques, des faits sociaux, mais pas racontés sur le mode haletant, bien raconté sur le mode réflexif. C'est pas un roman qui s'adresse aux tripes. Donc, est-ce que ça donne quelque chose d'épique? Je sais pas. Fait intéressant, Peter Weiss réfléchit à un art, à une peinture faite par le prolétariat, pour le prolétariat. En même temps, l'œuvre qu'il fait, je pense pas qu'elle est directement dirigée à des travailleurs qui, après une journée de 8, 10, 12 heures de travail, s'attellent le soir pour comprendre le mouvement prolétaire. Je pense pas que c'est un problème. C'est quand même un paradoxe. Petite anecdote, c'était le 8 novembre 2017 au soir où j'ai vu la phrase « Je suis né le 8 novembre 1917 ». J'ai lu la phrase 100 ans plus tard que l'événement qui n'est jamais arrivé. C'était tout étrange. Ça m'a mis dans une espèce de rapport intime avec le roman, un télescopage fascinant qui, du reste, marche bien avec ce qui est souvent abordé ici. J'ai trouvé belle cette filiation entre les divers mouvements ouvriers qui nous font remonter jusqu'à la Grèce antique. C'est riche, une belle réflexion, moi, qui me faisait partir la tête dans toutes les directions. C'est un roman archi pertinent. C'est pertinent pour comprendre le fascisme, la guerre d'Espagne, pour les historiens et les historiennes de l'art, pour ceux et celles qui, peut-être à partir de 2012, ont réfléchi à l'anarchisme, au syndicalisme, à la lutte des classes. C'est très bon, c'est très beau, c'est très important. Et voilà, c'était mes impressions de lecture du premier tome de l'esthétique de la résistance de Peter Weiss. Aimez, commentez, partagez. Bonne lecture.